David Kayat, la princesse Kate a annoncé avoir terminé son traitement de chimiothérapie dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux 6 mois après avoir révélé qu'elle était atteinte d'un cancer. D'ailleurs, on ne connaît pas le cancer. Écoutez, il y a 3 hypothèses, lymphome, cancer du côlon et cancer de l'ovaire. Vu qu'elle n'a pas perdu les cheveux avec sa chimiothérapie, on peut plutôt, mais c'est des spéculations, pencher vers le cancer du côlon. Chimiothérapie, c'est 6 mois? Alors, il y a 2 types de chimio. Il y a les chimios qu'on fait après avoir opéré un cancer qui n'a pas donné de métastase. Là, c'est 6 mois. Le sein, le côlon, tout ce qu'on veut, le poumon. Par contre, il y a des moments où on fait de la chimio parce qu'il y a des métastases, quand le cancer est beaucoup plus grave, beaucoup plus avancé. Et là, c'est une chimio généralement pratiquement à vie. Cancer du côlon, généralement, on est plus âgé. Elle est très jeune, la princesse Kate. Et oui, mais en ce moment, alors encore une fois, on ne sait pas si c'est du côlon, mais de toute façon, la cancérologie mondiale est préoccupée depuis 10 ans, et chaque jour davantage, par l'accroissement du nombre de cancers chez les jeunes, des gens de 30 à 50 ans. Et au point que déjà aux États-Unis, ils ont décidé de faire baisser l'âge du début du dépistage du cancer du sein et du côlon. Nous, on le fait à 50. Eux, ils vont passer là à 40 parce qu'il y a de plus en plus de cas de cancer chez les jeunes. Ce que vous dites, c'est que vous êtes oncologue, cancérologue depuis combien de temps, monsieur Kayat? Trop, 49 ans. Bon, lorsque vous avez commencé, l'âge moyen peut-être de celui qui avait un cancer était plus élevé qu'aujourd'hui. Largement. L'âge moyen à l'époque, enfin on ne parle pas moyen en médecine, mais médian, c'est pareil, c'était 63, 64 ans. Maintenant, on n'a pas le chiffre, mais on est probablement passé au-dessous de 60. Et donc, il y a un rajeunissement, si j'ose dire, et personne ne sait pourquoi. Tout le monde, tous les épidémiologistes du monde se posent la question. Il y a des articles tous les jours dans les revues américaines de cancérologie. Personne ne sait pourquoi. Il y a une hypothèse, c'est le contact avec des produits ultra transformés, des produits cancérigènes, comme les perturbateurs endocriniens, la pollution, etc., beaucoup plus tôt dans la vie. Si vous voulez, c'est vrai que sur l'alimentation, moi, la première fois que j'ai mangé un plat cuisiné au supermarché, etc., j'ai été étudiant 20 ans, 24 ans. Aujourd'hui, il y a des gamins qui commencent à manger ça, et des chips, et des tas de trucs. Donc ce serait le mode de vie, notamment alimentaire. Et plus l'obésité, qui augmente le risque, notamment du cancer qui nous préoccupe tous le plus, c'est le cancer du pancréas. Il a augmenté de plus de 20% par an depuis 15 ans. Et ça, chaque année, il augmente de 20% par an. Chaque année, il augmente de 20%. C'est-à-dire que lorsque vous avez commencé, moi, j'en voyais un tous les 6 mois quand j'étais chez à Villejuif, à l'époque jeune interne. Aujourd'hui, j'ai 1 à 2 cas par consultation par semaine. Et l'âge, là encore, médian de celui qui contracte? Pour le pancréas, c'est probablement 58-60. Donc, c'est pas que des très vieux. Bon, il y a probablement des gens qui nous écoutent et qui ont peut-être un cancer du pancréas. Donc, il faut être prudent, bien sûr, et penser à eux. Il y a des traitements, il y a des progrès, ou est-ce que le pronostic est compliqué? Il y a des traitements il y a des traitements qui se sont améliorés pour tous les cancers. Vraiment. Entre le moment où j'ai commencé, il y a presque 50 ans et maintenant, c'est incomparable. Mais il n'empêche que les progrès sont plus importants dans certains cancers, comme le sein, le côlon, le poumon. Le poumon a changé complètement de pronostic en moins de 10 ans. Le pancréas, un peu moins, c'est vrai, mais il existe toujours des chances de s'en sortir. On va être avec Priscilla dans une seconde, et chaque fois que vous venez, c'est vrai que c'est toujours intéressant que vous échangiez avec quelqu'un qui est malade, parce que d'abord vous savez toujours trouver les mots pour échanger avec cette personne, et puis il y a dans ces échanges une vertu pédagogique, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le même état que Priscilla ou que d'autres patients. Alors je ne sais pas, Olivier Guénec, si Priscilla est déjà avec nous. Elle est avec nous, Pascal. Bonjour Priscilla. Oui, bonjour Pascal. Bonjour et je vous remercie grandement, parce que c'est toujours un moment. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que c'est jamais facile de parler de sa santé comme cela publiquement. Vous souffrez d'un cancer du sein depuis de nombreuses années, Priscilla. Oui, tout à fait. Donc, un cancer du sein qui a été diagnostiqué en 2016. Donc, j'avais 32 ans. Donc, sans antécédent génétique qui a été cherché vraiment très très loin, poussé les analyses, on n'a pas trouvé ni de facteurs. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Et là, malheureusement, il y a 2 ans, un cancer métastatique, qui s'est avéré dans le foie et dans les os. Et aujourd'hui, donc, vous êtes sous multiples traitements, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Chimiothérapie, du continu, constamment. Et puis après, petit à petit, j'ai aussi des piqûres à côté pour les os et on avance, quoi. Bon, vous êtes à Paris ou vous êtes en région? Non, alors je suis dans le sud-ouest, dans les Landes. Bon, peut-être que David Kayat a-t-il une ou deux questions à poser. D'abord, la première chose, c'est bravo, ça fait 2 ans que les métastases sont apparues, vous êtes là, je sens en vous entendant parler que vous avez l'air d'être plutôt en forme et déterminé, et ça c'est très très important, la détermination, parce que c'est long. Vous m'avez posé la question, est-ce que la chimio c'est 6 mois? C'est 6 mois au départ. Elle a dû, cette patiente, avoir 6 mois de chimio en 2016. Mais quand les métastases sont là, c'est tout le temps. Et donc, la détermination, l'engagement physique, moral du malade ou de la malade est un facteur déterminant pour les chances de survie. D'autre part, elle va bien parce qu'il y a des nouveaux traitements du cancer qui sont, du sein notamment, considérables. La piqûre tous les mois pour consolider les os, et puis des traitements hormonaux, des traitements de chimio, il y a des tas de choses. Et on n'arrête pas de faire des progrès. Donc, vraiment, madame, il faut que vous arriviez à y croire. Vous avez vraiment toutes les chances. Ça n'est absolument pas perdu. Quand j'étais jeune cancérologue, dès qu'il y avait une métastase, c'était un peu, malheureusement, une espèce de condamnation. Et aujourd'hui, clairement, ça ne l'est plus. Moi, je vois des malades atteints de métastases dans les cancers du sein que je suis depuis, 7, 8, 10 ans. Vous vous identifiez évidemment au combat de Kate Middleton, Priscilla. Ah oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très très bien, c'est là où la recherche avance en fait avec les célébrités, je trouve, et puis on arrive à trouver des solutions dans tout. Enfin, moi je suis quelqu'un de très positif, il y a 2 ans de ça, l'annonce a été très très dure. À 40 ans, j'ai 2 enfants, donc on s'accroche, et puis à côté de ça on m'a dit la réduction va être difficile, peut-être une diminution, et puis en fait j'en avais une quarantaine dans le corps, et puis 1 an plus tard je me retrouve avec une rémission complète, Voilà. Et ensuite là ça a recommencé malheureusement un petit peu, et puis là c'est stabilisé, et puis voilà, c'est des hauts, c'est des bas dans la maladie, mais c'est vrai que je trouve que les célébrités, il faut en parler parce que c'est là où on avance pour les chercheurs, pour les médecins. Enfin, moi je suis très reconnaissante pour tout ça. J'écoute beaucoup mon médecin, j'écoute mon oncologue, j'écoute ma famille, voilà, et puis je suis quelqu'un de très très positif, donc il reste et vraiment une grosse pensée aujourd'hui pour toutes les personnes malades, peu importe la pathologie, parce que je trouve qu'au contraire, c'est ces personnes-là qui nous donnent plus de visibilité sur la maladie, quoi. Priscilla, quel est votre quotidien? D'abord, est-ce que vous souffrez? Alors, j'ai des douleurs quand même. Alors, je ne vais pas dire que non, mais voilà, j'en ai. À côté de ça, je me suis mis à faire 2 fois par semaine du kiné. À côté de ça, j'ai un programme sportif qui est adapté avec l'hôpital. Donc, du coup, c'est très bien. Je reste dans un programme quand je peux, parce que là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais eu donc une chimio avec une thérapie ciblée, où là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais sinon, voilà, dès que je peux, j'avance. Et effectivement, des fois, il y a des douleurs, on ne va pas se cacher. On va dire que c'est normal, mais j'essaye de ne pas y penser. Après, je ne prends pas ces douleurs sont contrôlables par des antalgiques, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Mais j'évite d'en prendre, en fait, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de toujours relativiser. Puis quand j'en peux plus, bien sûr, je les prends. Non, mais voilà, les enfants me font bouger. Non, mais voilà, c'est dommage, madame. Si vous avez mal, prenez des antalgiques. Arrêtez de penser que le courage suffit. La médecine et la science a créé des médicaments pour soulager les douleurs. Ils ne sont pas dangereux. Le Doliprane, tout ça, c'est pas dangereux. Et n'hésitez pas à le prendre, ça va pas. Il n'y a pas d'habitude à l'antalgique. Non, il y en a pas. Ces antalgiques de niveau 1, 2, je ne parlais pas d'antalgique. Je ne parlais pas d'antalgique, mais plutôt de choses un peu plus fortes. Vous savez, tout ce qui est codéine ou morphine. Ah oui, là, j'en suis pas là pour l'instant. Voilà. Donc les antalgiques, oui, j'en prends, bien sûr. Vous travaillez d'ailleurs ou vous êtes en arrêt maladie, Priscilla? Alors, j'ai été licenciée économique entre-temps. Donc, du coup, là, je suis en arrêt maladie. Et c'est vrai que, par contre, l'avenir est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on lutte un peu au jour le jour. Et puis, mois par mois, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on attend les TEP scans pour savoir où on peut aller et voir donc ça, si c'est on votre avance, vie. Quand je disais votre quotidien, c'est que tous les 3 mois, il y a un PET scan, c'est ce que vous nous dites, pour savoir où en est l'état des métastases. Vous disiez qu'il y en avait 40 il y a 2 ans, après en rémission, et de nouveau, il y en a aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Des prises de sang tous les 15 jours. Hein. Et puis là, par exemple, j'ai une chimio à Boral que mes analyses de sang n'ont jamais été aussi bonnes. Donc, c'est très, très bien. Ensuite de ça, je suis suivie aussi par Bergonié. Donc, il y a un grand institut quand même à Bordeaux qui est génial, qui a envoyé des analyses donc, aux États-Unis pour essayer de rechercher l'ADN directement de la tumeur ou de la métastase. Donc, c'est vrai que c'est super, quoi. Cette avancée, elle est géniale. On va rappeler ce qu'est un PET scan, parce qu'effectivement, c'est Olivier Guénec. Moi, j'ai utilisé ce mot PET scan. D'abord, ça a combien de temps le PET scan, David Kayat ? Quand j'ai démarré le plan cancer en 2002, il n'y en avait pas. Et en 2006, il y en avait 72. Il y en a, maintenant, on en a partout en France. Le PET scan, ça consiste à injecter un peu de sucre radioactif dans le corps. Toutes les cellules du corps vont manger un petit peu de ce sucre radioactif. Et après, on va mettre l'individu à la fois dans un scanner et devant une gamma caméra. Vous savez, comme dans les films, les thrillers, où il y a un compteur Geiger qui détecte la radioactivité. Donc, on fait passer un compteur Geiger devant le corps du malade qui détecte tous ces petites cellules en train de manger un peu de sucre. S'il y a un endroit, il y a un spot chaud, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules regroupées qui ont mangé beaucoup de sucre, ça veut dire qu'elles sont en train de se multiplier, c'est typique du cancer. Donc, c'est un examen qui, en 2 heures, détecte le moindre petit cancer dans le corps, n'importe où. Mais est-ce qu'il y a une conséquence de ce PET scan ? Est-ce que c'est dangereux en soi ? Non, absolument pas. Non, bien sûr, les radiations ne sont jamais très bonnes, mais la quantité de radiation que vous prenez avec un PET scan est à peine supérieure à celle d'un scanner corps entier. Et franchement, toutes les études montrent que, notamment chez les personnes atteintes d'un cancer, c'est pas dangereux. Mais n'importe qui peut faire un PET scan, même s'il n'est pas... Normalement, on le fait pour les gens qui ont un cancer pour détecter ou suivre les métastases. Je voudrais dire quand même qu'il y a une chose fantastique, moi qui voyage un peu partout, cette femme, elle bénéficie de ce qu'on a fait en France. Elle a des cours de sport payés par l'hôpital, organisés par l'hôpital. Elle a un kiné 2 fois par semaine payé. On a fait en France avec le plan cancer, on a donné aux malades, mais vraiment tout l'accès à tous les soins. On a envoyé aux États-Unis pour l'ADN. Il n'y a pas de limite à ce que nous sommes capables de consacrer au fait d'essayer de sauver ou de prolonger la vie d'un malade en France. Et ça, c'est remarquable. Il y a quelque chose aussi, sans doute, les gens vous connaissent et vous écoutent depuis longtemps, et puis vous êtes un professeur reconnu, et puis ils se disent en vous écoutant, j'irais bien voir le professeur Kayat. Oui. Bon, mais dans ces cas-là, s'ils sont peu fortunés, s'ils n'ont pas accès à... Vous avez eu des clients parfois célèbres qui étaient sans doute plus fortunés. Est-ce que tout le monde a accès à la médecine et tout le monde peut-il se guérir et tout le monde peut-il avoir le professeur Kayat ? Pardonnez-moi de poser la question comme ça. Écoutez, sur le principe, oui. J'ai été hospitalier pendant à peu près 40 ans, où là, j'avais 2 consultations publiques gratuites par semaine, où je voyais chaque consultation 15 malades, et une consultation privée, où je voyais quelques malades par semaine. Mais beaucoup plus de malades publics, bien évidemment, toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai quitté l'hôpital, je suis dans le secteur privé, donc je vois des malades privés qui payent, mais dont la plupart se font rembourser par la Sécu plus leur mutuelle. Il y a certainement un reste à charge, et ma secrétaire est très bienveillante quand il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, elle arrange un petit peu le coup. Il est 12h27, vous allez pouvoir rester encore avec nous quelques secondes, professeur Kayat. Je remercie beaucoup Priscilla. Merci Pascal, merci docteur. C'est génial de donner de la lumière à la maladie. Merci beaucoup et puis bon courage, bien évidemment, mais c'est vrai que votre énergie passait à l'antenne et elle est très importante, la détermination. Je remercie évidemment David Kayat comme à chaque fois. On rappelle, le premier cancer pour la femme, c'est le sein. Le premier cancer pour l'homme, c'est la prostate. Tous les hommes, paraît-il, auront un cancer de la prostate. Pas tous, mais c'est quelque chose quand on fait les études sur des autopsies chez les gens qui sont morts d'autres choses, accidents de la route par exemple, on voit que à peu près 80% des hommes de 80 ans avaient un petit cancer de la prostate. Tous les cancers de la prostate ne parlent pas dans le temps de la vie de ces hommes, et c'est pour ça que près de 30% des cancers de prostate ne nécessitent aucun traitement, juste ce qu'on appelle watchful follow-up, c'est-à-dire une surveillance armée avec des examens réguliers, mais on laisse le malade tranquille. Et ce qui est important de préciser également, c'est que un cancer de la prostate ne conclut pas forcément la vie sexuelle. Non, pas forcément. Non, de nos jours, absolument beaucoup moins qu'avant.